on va essayer d'abord vite fait de parler de celui de la semaine passée avant de parler principalement de celui de cette semaine-ci. Alors la semaine passée en soi le chapitre n'était pas si rempli que ça. En général les chapitres de Fairy Tail c'est une partie un peu comique, fight et un peu de fanservice en gros par-ci par-là. Et si c'est pas le cas, bah, le chapitre suivant on va rattraper ça. Le chapitre précédent était principalement centré sur Jubia, Grey, Silver et bon en quelque sorte Kiss. Alors j'aimais beaucoup le personnage de Kiss. Autant son design était stylé, autant le fait qu'il soit un démon, un nécromancien qui manipule les humains, et il s'est servi de Silver comme une expérience, et que le fait visiblement que Tartaros entier, ou quoi, je ne sais pas, peut-être seul Margui ou Kiss est au courant, mais que Silver donc allait les trahir. Je veux dire, tout ça c'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu comme Aizen dans Bleach, il savait que Gin allait le trahir, mais il l'a juste laissé faire pour voir un peu ce qu'il allait faire. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est en gros une manière très très simple de justifier que tout le monde était au courant. Soit en gros ils étaient très très sûrs d'eux, mais finalement bah, ils se sont fait plaisir. Donc, Jubia donc combat Kiss et vainc Kiss arrive à vaincre Kiss donc grâce à l'amour et l'amitié, le pouvoir de l'amour en gros parce qu'elle aime Grey en gros, même s'il n'a pas envie de tuer Kiss et faire du mal à Grey en faisant disparaître Silver en tuant Kiss, et bah va quand même le faire parce que voilà, et croit l'amour, voilà. En fait c'est un peu normal en même temps que Jubia réagisse comme ça parce que si vous vous rappelez bien dans la side story, enfin l'histoire annexe qui est une petite histoire où en gros Jubia voulait offrir une écharpe à Grey le jour d'un anniversaire comme ça, alors que c'était le même jour où son maître Houl est morte. Jubia pleurait non pas parce que Grey l'a envoyé bouler, mais parce que justement elle a fait souffrir Grey en lui rappelant ce souvenir-là, voilà. Et donc en gros c'est un peu normal que le personnage de Jubia se sente vraiment concerné par Grey, ça je peux comprendre aussi, comme ça, en tuant techniquement son père, même s'il était déjà mourant, mais ça il pouvait pas forcément le savoir, mais voilà. Et donc le fait que Jubia entre dans Kiss le fasse exploser de l'intérieur, il y avait vraiment, j'imagine qu'il n'y avait qu'elle pour le faire. Et croyez-le ou non, mais j'ai pensé qu'elle allait mourir pendant un instant. Je me dis, attends, elle va mourir là quand Kiss l'a fait disparaître, tout ça, mais en fait non, c'est pas vraiment le cas. Et après donc le chapitre se termine et on voit un power-up comme je l'avais prédit de Grey, qui est donc le power-up du Devil Slayer de glace. Donc celui-ci a ce pouvoir-là. Et une information très importante qu'on a appris également, c'était que End était un dragon de feu, un démon de feu. Un démon de feu. Un démon de feu. Non, sérieusement, c'est très important parce que j'avais établi l'idée comme quoi N serait Natsu. Bon, un peu tout le monde avait dit ouais, mais N c'est Evil Natsu Dragnil, ce sont les initiales de Evil Natsu Dragnil. Et moi j'avais dit quelque part un jour, oui, c'était le chapitre où Silver apparu, que au départ on avait Acnologia. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette vidéo là quand Silver est apparu. J'avais parlé d'un troisième grand méchant possible et qu'est-ce qu'on est après End. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait parlé de Dragon Slayer, God Slayer, Devil Slayer, et que ces Slayers là, leur destin était de combattre justement Zeref, Acnologia et un troisième méchant potentiel, le roi des démons, qui est apparu comme étant End. Et sachant que End et Acnologia sont techniquement créés par Zeref, qui est le dieu en gros, même si c'est un humain et pas un démon techniquement, mais c'est une sorte de dieu, un dieu humain, un dieu mage si vous voulez, tellement il est fort. Et que Acnologia, le roi dragon, et End, le roi ou le super, l'empereur des démons, les deux sont une création de Zeref, et qu'on est en face peut-être une autre trinité de gentils qui est Natsu, l'humain combattant Zeref, Natsu le dragon étant devenu Acnologia, et Natsu peut-être le démon quelque part en lui pour combattre End. Et peut-être que tout cela est lié. Toute c'est une histoire de trinité. Et j'avais comme quoi aussi avancé, comme quoi l'idée, j'avais arrêté de dire comme quoi, mais j'avais avancé l'idée, ouais peut-être que en fait End serait une version démoniaque de Natsu en une version séparée, je sais pas, un peu comme Acnologia l'était dans sa version Dragnir. Voilà, dans ma vidéo explicative où j'avais théorisé comme quoi Natsu serait Acnologia, qui a été malheureusement supprimée de YouTube, oui, certains l'auraient remarqué, mais elle a été supprimée de YouTube parce qu'elle enfreignait des règles, parce que je vais montrer des scans dessus, donc j'essaierai de refaire la vidéo, peut-être en mettant aussi à jour certains éléments, j'essaierai de refaire la vidéo, mais je pourrais pas mettre de scan, ce qui fait que ce sera assez compliqué, mais je vais essayer de simplifier tout ça, quand ce sera possible. Bon, donc, End est un démon de feu. Alors maintenant, c'est pas obligé que ce soit le cas. Il est possible que End soit juste un démon de feu et que la raison pour laquelle Igni n'ait pas pu la tuer, c'est pas parce que c'était Natsu qui voulait pas le buter ou quoi, mais parce que End justement était un démon de feu trop puissant pour Inil. Mais bon, on sait que les flammes de démons ne sont pas quelque chose d'impossible à avaler. Par exemple, les explosions de Jackal ou les attaques de feu là de Tempesta, Natsu a pu les avaler. Alors le feu d'un démon comme ça, je pense pas que ce soit compliqué. Alors pourquoi est-ce que Inil lui aurait des difficultés? Aucune idée. Maintenant, ce qu'on peut en dire, c'est que, si c'est effectivement le cas, alors c'est que End est un démon plus puissant qu'Inil. Hein, parce qu'au départ, on pensait tous qu'il n'y a pas pu le tuer, pas pour une raison de puissance, mais pour une raison sentimentale liée au personnage. Bah, le fait que End soit un démon de feu remet à jour et remet en avant cette idée comme quoi Inil n'a pas pu le vaincre parce qu'il n'était pas assez fort. De cela, si Natsu arrive à le vaincre, il serait alors capable de tuer un dragon de ses propres mains. Voilà, ça c'est le chapitre de la semaine passée. Maintenant, au chapitre de cette semaine. Wouh! Alors, Jubia, après avoir fait exploser Kiss, tombe à terre. Normal, elle a été
C'est un peu pour la mettre hors jeu, puisqu'il n'y avait que 2 adversaires, et s'il y a 3 gentils contre 2 adversaires, c'est un peu trop nul. Et effectivement, alors elle serait reléguée au solo plan, ce qui ne convient pas à Juvia ces temps-ci. Et bien qu'est-ce qui se passe? Alors elle a été contaminée par une sorte, je sais pas, les particules bizarres ou pas, qui avaient qui sans lui, peut-être parce que c'était une sorte de cendre, ou un peu comme l'avait fait Tempesta avec son Maho Ryushi, machin, la technique de contamination des éternels. Enfin, dans tous les cas, elle a été infectée par une saloperie qui va la mettre KO pendant un petit moment. C'est pas définitif, mais elle sera KO pendant un petit moment. Certainement que Pelushka va la soigner après, mais en tout cas, je crois que Juvia a joué son rôle durant toute cette arc-ci. Et tombe à terre. Et Lucie, qui va récupérer des forces, se relève et arrive à se remettre d'un coup, sauter, je sais pas quoi, et en gros à bouger, à se mouvoir. Voilà. Donc les deux sont hors combat, elles peuvent bouger, mais sont quand même hors combat. Qu'est-ce qu'on a après? Natsu et Gagil, donc qui se lancent à l'assaut des 2 derniers démons, comme, enfin, en gros, ils vont se mettre enfin en mode sérieux, ce qu'ils auraient peut-être pu faire depuis très longtemps, mais comme on avait d'autres combats en attendant, bah ils ont agi que maintenant, selon le temps. Et donc ils activent leur mode dragon, de feu électrique, et leur mode le dragon d'acier de l'eau. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que Natsu et Lucie n'avaient pas vu ça, vu que c'était encore dans le château lors de l'arc des grands jeux magiques, donc ils n'étaient pas au courant que Gagil avait eu un power-up lui aussi. Et Gagil, donc, très très fier, lui fait « Ah bah ouais, regarde, j'ai chopé ça, je suis aussi fort, voire plus fort que toi maintenant ». Et Natsu, lui, dit « Ouais, moi j'ai les femmes d'Actus ». Alors, on va pas jouer au jeu de celui qui a la plus grosse bite. Les deux vont décider, en gros, de faire une sorte de petit concours. En gros, celui qui arrive à vaincre son adversaire plus vite que l'autre, et bah, aura gagné, et le perdant devra donc écrire une chanson, selon Gagil, si je me souviens bien, une chanson donc pour l'autre. C'est un peu normal pour Gagil, vu que vous vous souvenez un peu du Shuidobap, hein, c'est un peu normal, c'est Gagil. Voilà. D'ailleurs, j'avais lu que le fait qu'on écrive une chanson comme ça pour Gagil, et même pour Miragen dans l'anime, était une très très bonne idée sur l'auteur, vu que dans le manga, c'était pas à la base incorporé. Enfin, le fait que même que Mirage chante une chanson, par exemple, c'est quelque chose qui est apparu dans l'anime, mais qui n'est jamais apparu dans le manga, et que Mashima voulait mettre, mais qu'il n'a pas eu le temps. Mais dans l'anime, oui. Bref, c'est un peu pareil pour Gagil et sa dimension de chanteur, comme ça. Bon. Et là où je vais pousser un coup de gueule, c'est ce qui se passe après. C'est Gagil et Natsu exterminent, enfin arrivent à mettre KO, battent leur adversaire sur un ton comique, alors que juste avant les adversaires sont justement sur la dimension, on entre dans la dimension, on se met à combattre sérieusement. Et alors que cette dimension-là a été très bien exploitée par Serra au début, juste avant de se faire one-shot par Elfman, ces deux-là entrent dans ce mode super démoniaque qui a juste ici, sauf avec Serra, jamais marché, et se font écraser, balayer dessus, à tel point que même l'autre qui ressemble à un requin, j'ai oublié son nom tellement là je suis énervé, mais même lui se demande qui sont ces enfoirés. Putain, mais on devrait les éjecter du manga. Non, ça m'énerve parce que, je veux dire, c'est pourquoi on leur fait dire ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait limite, on aurait même pu en fait les éjecter sans leur donner un super power-up qui les rendait soi-disant plus forts. On aurait pu les éjecter comme ça aurait rien changé du tout pour moi. Ça aurait rien changé. Et je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable qu'on essaie de créer une dimension, qu'on essaie de créer une aura forte ou quoi, même Tempesta. Pourquoi on le fait revenir? Enfin, ok, on le fait revenir pour que toute la guilde soit présente lors de la sauvetage. Ok, ça va. Et là, on donne à Tempesta un look super stylé. Ok, là, il est quand même bien plus charismatique qu'il n'était avant. Ouah, il a 4 pouvoirs, il tient tête à Natsu, ouah, et tout. Bah, en fait, non. En fait, non. Non. En fait, il tenait tête à Natsu juste parce qu'il fallait que Natsu soit occupé le temps du combat entre Grey et Silver pour qu'on puisse enfin se concentrer sur eux, pour qu'ensuite il se fasse one-shot. Et ça me fait chier. Et vous allez me dire, oui, mais Fairy Tail, c'est ça depuis le début, gars, pourquoi tu t'énerves que maintenant? Ok, avant ça allait. Avant ça passait. Avant ça allait qu'on ait... Avant, il fallait qu'on ait un chapitre comme ça une fois tous les 10 chapitres, ça passe. Mais qu'on ait Jubia, one shot. Tempesta, one shot. L'autre aussi, one shot. Non, 3 one shot comme ça en 2 chapitres, non, c'est trop. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne la sensation qu'on veut accélérer les choses. Alors que Mashima a essayé de faire justement des arcs séparés, par exemple celui-ci, cet arc-ci, celui qui débute le 5e grand arc, enfin la 5e grande partie donc, de l'arc Tartaros, qui s'appelle Extreme Pain, donc douleur extrême. Et alors qu'il y a beaucoup de choses très douloureuses qui sont produites avant, j'imagine même pas ce que ça va être ceci. Mais en tout cas, la 5e partie. Et s'il a fait ça, c'est pour que justement son histoire soit plus ordonnée, cohérente, un peu plus simple, là où les grands jeux magiques étaient un peu trop longs. Et justement, celui-ci voulait faire un arc beaucoup plus petit. Et là, il fait justement déjà un arc de plus de 40 chapitres. Et c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Et donc, que Mashima ne vienne pas dire j'en ai marre de faire des grands arcs, j'ai envie de faire des petits arcs. Bah là, il fait des petits arcs, mais dans un plus grand arc. Et au final, ça rend pas mieux. Alors qu'au départ, le début de l'arc Tartaros, c'était génial. Ça commençait très bien, mais là on retombe dans les classiques de Fairy Tail, ce qui me fait dire qu'au final, Fairy Tail va encore continuer de se lancer. Ne me dites même pas Natsu l'increvable, l'immortel qui arrive à sortir 3 Kyukimon, Jackal, Fran Mars, et maintenant Tempesta. Le mec il est intuable, on aurait pu l'envoyer tout seul en mode Terminator, il aurait pu buter tout le monde. Alors que Silver, one shot, carrément il a congelé Natsu en 2 secondes, il l'a neutralisé, et les autres, bah non. Comme quoi il y avait que même Silver en soi. Non, Silver est celui qui était justement
celui qui a tenu tête. Mais j'ai l'impression que tout Tartaros ne se résume, c'est résumé à le développement de Tartaros ne s'est résumé qu'à lui, et vite fait End, et un peu Margui. Parce que Margui dans ce chapitre aussi, on le voit aussi un peu bloqué face au dragon jumeau, mais il y a quelque chose qui me fait... J'ai oublié un truc là. Ah oui, c'est quoi le Dragon Force? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent pas? Vous allez pas me dire que là, ils l'ont activé et que l'auteur en a marre de faire des petits dessins autour d'eux pour faire comprendre qu'ils sont Dragon Force. Non, ils n'utilisent même pas le mode Shadow Drive ou quoi. Ils sont là en mode normal. Alors certains diront, alors oui, mais ils se sont peut-être entraînés. Ok, ils se sont entraînés. Mais pourquoi est-ce qu'ils finissent pas le combat plus vite alors? Pourquoi? Non, sérieusement, Margui, c'est un peu le régent de la guilde. C'est le numéro 2 de la guilde après N, j'imagine. Mais le mec, en plus, il va dire, je comprends que vous soyez très sûr de vous, vous arrivez à tenir tête au Margui. Je veux dire, le mec, il parle de lui à la troisième personne comme je viens, mais un ton au-dessus. Vous n'allez pas vaincre... C'est comme s'il disait, ouais, putain, le Gonzalo, c'est vraiment le mec le plus puissant du monde. Putain, mais... Non, le mec, il est sûr de lui, mais il n'arrive pas à se débarrasser de deux dragons jumeaux qui sont mis à terre par Natsu, qui sont mis en position fétale de sécurité, en position latérale de sécurité par Natsu, qui arrive à one-shot Tempesta, mais qui arrive à avoir des problèmes contre Silver, qui est légèrement en dessous de Margui, et ils n'arrivent pas à le vaincre. Donc Margui, qui personnellement je trouve très charismatique, même s'il est très très sûr de lui, presque un peu à la Madara dans Naruto, et même un peu plus que lui, mais je l'aimais bien Margui, mais je sens qu'on se rapproche de son one shot, et autant dire que, franchement j'aime beaucoup ce personnage, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup, il a une aura que j'aime beaucoup. Et ne parlons pas alors de Minerva aussi, qui dans ce dernier chapitre sait faire représenter comme une bonne cuisinière, qui serait la femme parfaite selon Gagil, qui serait selon les féministes traitée d'attardée mentale et d'arriérée, mais c'est pas grave, en tout cas Minerva se fait montrer sous son beau jour. Et d'ailleurs, concernant Minerva, et même concernant les personnages féminins en général qui au départ apparaissent comme des méchants dans Fairy Tail, j'ai créé une théorie qui s'appelle la théorie des 3 dimensions. Alors à quoi ça sert? Cette théorie des 3 dimensions nous permet de savoir quel personnage féminin, parce qu'au niveau des personnages masculins c'est plus compliqué de savoir. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte en général. Mais pour les personnages féminins, il y a la théorie des 3 dimensions. Cette théorie des 3 dimensions est une théorie qui explique comme quoi un personnage féminin qui est présenté comme méchant ou un adversaire de Fairy Tail, et bien avec cette théorie on saura si elle rejoint Fairy Tail ou en tout cas rejoindra le camp des gentils. 3 dimensions sont à réunir. Première dimension, celui du noyau du personnage. C'est-à-dire celui qui compose le personnage, celui qui crée le personnage. Kyoka, par exemple, n'a pas de noyau. Sera avait un noyau. Mais, au final, son aura et son noyau de personnage méchant font qu'elle ne rejoindra jamais les gentils. Mais, concernant les autres personnages, prenons par exemple Wendy, Minerva, Jubia, il y a une théorie très simple, la théorie des 3 dimensions. Donc, première dimension, le noyau du personnage. Prenons par exemple Minerva. Ok, donc prenons Minerva. Prenons comme on l'a connu dans l'arc des grands jeux magiques. Deuxième dimension maintenant qu'on a besoin, c'est celle du fan service. Troisième dimension est celle qui parle donc de l'amour, l'amitié, la famille. Voilà. Ce sont ces 3 dimensions qu'il faut réunir pour que le personnage féminin qui a l'air méchant devienne gentil par la suite. Minerva, au départ, n'avait qu'une seule dimension. La dimension qui était celle de la puissance, la force absolue, le fait qu'on soit les plus forts, représentée par que sa guilde devait avoir, voilà, la force absolue. Et il lui manquait donc les 2 dimensions, fan service et amour et amitié. Et là, je crois que dans votre tête, vous allez vite fait faire la réflexion, voir comment ça s'est produit. Parce que progressivement, Mashima a rajouté ces 2 dimensions qui manquaient. La dimension fan service a été rajoutée par exemple à Minerva, en mettant en avant son côté un peu plus sensible et son côté plus femme. Par exemple, le fait qu'elle se fasse vite fait dénuder par Erza, vite fait, le fait qu'elle soit gênée de ça, et que après Mashima commence à faire des front patch cover avec elle, ou qu'elle le mette en bikini avec Erza dans d'autres images, voilà. Et tout ça, ça augmente ça, et ça crée cette dimension fan service qu'elle n'avait pas. Troisième dimension, celle de l'amour de la guilde de la musique, qui lui manquait. Et cette dimension-là a été préparée par le flashback de Minerva qui n'avait pas de famille, enfin, elle avait une, mais c'était son père Gemma qui était un sadique, machin. Et donc, cette dimension-là, bien qu'elle n'était pas là, on a créé l'illusion comme quoi elle manquait. Hein. Avant on disait ouais mais elle n'a pas besoin de ça, mais on lui a créé ce manque de dimension, cette dimension on a créé à l'auteur via ce flashback, comme quoi elle avait besoin de ça, donc cette dimension là était imminente, et qu'est-ce qu'on a dans le même chapitre? Sting et Rock qui se ramènent pour la sauver, et créer par conséquent cette 3e dimension qui manquait à Minerva, et qu'est-ce qui se passe juste après? Minerva chiale, chapitre suivant, elle coopère avec Erza et Fairy. Pour Jubia, pour Juvia, noyau et la vaisselle de Phantom Love, la solitude, tout ça. Deuxième, les deux dimensions qui manquaient étaient fanservice et amour amitié guild. Fanservice, au fur et à mesure de l'arc de la Tour du Paradis, on l'a vu en robe, son côté plus féminin amoureuse qui est écrit en vert grès, d'ailleurs le noyau qui s'est transformé en grès d'ailleurs justement. Cette deuxième dimension, donc fanservice créé. Et troisième dimension qui manquait, amour amitié guild, qu'est-ce qui s'est passé? Arc de Tour de Paradis, et coopère avec Lucie pour vaincre l'autre métallo de la Tour du Paradis. Hop, qu'est-ce qui se passe? Chapitre suivant, enfin pardon, chapitre suivant, non, même dans le même chapitre et chapitre suivant, et même dans l'arc suivant, elle pleure, elle a amie et son copine, hop, elle rejoint Fairy Tail. Voilà. Wendy, elle avait ces 3 dimensions-là réunies. En fait, son noyau en soi, c'était pas un trait de caractère, mais plutôt le personnage en lui-même, c'est-à-dire le fait d'être une petite fille Dragon Slayer. Et deuxième
Deuxième dimension qui manquait, donc c'était le fan service et également l'amour et l'amitié. Mais en fait, techniquement, cette dimension-là existait déjà envers Kate Shelter, mais a disparu en fait au fur et à mesure, enfin, à la fin de l'arc Aura Sensei, parce que Kate Shelter a disparu. Et qu'est-ce qui restait? Fairy Tail, qui rejoint Fairy Tail. Deuxième noyau, donc c'était celui du fan service. Et là, en fait, on va aller dans un truc un peu plus glauque, vu qu'en fait, Wendy, de par sa présence, crée une sorte de la dimension lolicon, si vous voulez, du manga. Et en soi, en elle-même est un fan service, vu que l'auteur lui file des putains de fringues, mais un truc de malade. Et même dans l'arc, dans la side story, par exemple, où elle traîne avec Kana, qui lui fait essayer plein de vêtements un peu osés pour une fille de son âge, ça crée totalement son truc sa dimension fan service. Les trois dimensions fan service créées et réunies, celle-ci est un membre légitime de Fairy Tail par la suite. Et donc vous pouvez appliquer donc ces trois dimensions à tous les personnages féminins que vous voulez. Si elles sont réunies et tout va bien, alors elle est potentiellement, et même à 99%, il y a 99% de chances qu'elle rentre dans la guilde de Fairy Tail, ou en tout cas rejoindre les gentils. Pour Yukino c'était plus ou moins pareil, sauf que la dimension amour amitié guild a été remplie par Sabertooth et non par Fairy Tail, ce qui fait qu'elle a rejoint Sabertooth. Et pareil, Minerva, sa dimension amour guild famille a été remplie par Sabertooth, donc elle rejoint Sabertooth. Enfin, voilà, c'est facile, c'est clair. Vous pouvez maintenant retenir cette théorie et l'appliquer à tous les futurs personnages féminins qui apparaissent. Pourquoi par exemple Serra avait l'air plus charismatique que Kyoka? Tout simplement parce qu'il y avait quelques dimensions qui étaient créées et qui la rendaient plus appréciable que les autres. Serra, il y avait sa dimension qui était l'amour, enfin pardon, sa dimension noyau qui était celle de les livres, la poésie, l'amour, et même ce petit côté un peu lesbienne, un peu équivoque, ambigu comme ça qu'on n'a pas vraiment eu le fond des choses avec Kyoka, hein, vous savez vous rappeler de ça, cette scène. Et aussi le fan service qui le fait que Kyoka soit si peu vêtu et aille dans des positions un peu bizarres et des angles un peu bizarres, met en avant ce personnage féminin et crée donc cette dimension fan service. Et le troisième dimension qui lui manquait, c'était l'amour guide de la famille. Et ça, elle n'avait pas ça. Vous allez me dire oui, mais chez Yukimon, elle a un lien avec Kyoka. Oui, mais c'est pas pareil. Elle a cette dimension aussi elle a aussi cette aura de méchante qu'elle a. Et donc le fait que les méchants chez les méchants, ça n'existe pas vraiment cette dimension d'amour. Ça n'existe pas chez les méchants. Même chez Grimoire Heart, en fait, ils avaient l'air tous bien plus charismatiques même que les membres du Kikimon, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient un petit truc de camaraderie, même une discussion entre Azuma et Rusty Rose, par exemple, crée beaucoup plus cette aura de bonne guilde comparée à Tartaros. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'au final Minerva, tout cela était bien préparé et on l'avait vu venir. Hein. Vous-même vous l'avez vu venir, on sentait que depuis l'arc du village des géants, on s'est dit ah putain que non elle va venir dans le camp des gentils. Hein. Voilà. Et donc, le chapitre de cette semaine se termine sur Natsu et Higashi qui se donnent 2 coups de poing comme ça. J'imagine que c'est sur le ton comique. Et mon premier réflexe en fait a été pensé que Serra était en fait revenu à la charge et en fait contrôler les deux qui se combattaient ou quoi. Et je me suis dit putain il manque une page ou quoi quelque part. Et en fait non, c'est comme ça. D'ailleurs c'était intéressant de voir comme quoi... j'ai oublié son nom, putain, le mec qui ressemble à un requin, en gros, a dit comme quoi Gaji, putain, il ressemblait à un démon, ou alors à Natsu, ou les deux même ressemblaient à des démons, et c'était peut-être pour nous donner un indice sur la suite. Mais voilà, mon coup de gueule principal, c'était vraiment que ces méchants, on leur crée des auras, des trucs, voilà, on leur crée cette dimension, on leur donne cette aura de méchants super forts, et en fait, ils se font battre en 2 pages. Ils se font battre. C'est dommage. Et je trouve ça relativement dommage. Voilà, bon, sur ce, les gens, on se retrouve dans la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Il y a 2 vidéos qui vont arriver bientôt, c'est celle qui parle de l'anime, mais en fait, je vais attendre que d'autres épisodes arrivent pour en fait faire une sorte de vidéo, si vous voulez, générale de l'arc. Et aussi une qui parle d'un truc qui m'a surpris sur Fairy Tail, mais j'en parlerai une prochaine fois. Voilà, sur ce, les gens, ciao ciao. Ziou.